Donc, l'enregistrement a été lancé. Priyanka, si tu peux donner le contrôle des slides, ce serait très gentil. Et on va ensuite, en effet, commencer tout de suite la réunion. Déjà en lançant un test, comme toujours, comme à l'habitude, pour savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Merci Priyanka. Est-ce qu'on peut lancer le test aussi pour savoir si tout le monde est magnifique, bon, juste bien, pas bien? Un petit problème de contrôle. Voilà. Vous battez pas, vous et Priyanka, avec la… Ouais. Donc, Priyanka, tu peux lancer le test pour savoir quel est le mood aujourd'hui. Et puis… on est mercredi, c'est une bonne journée, le mercredi. Mercredi, c'est un bon jour. Ouais. C'est un bon jour, mercredi. Les enfants sont là, on les entend. Est-ce que Madagascar, c'est aussi un jour où il n'y a pas école pour les jeunes enfants le mercredi? À Madagascar, est-ce que les enfants sont encore là le mercredi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut… L'après-midi seulement que c'est vaqué. Seulement l'après-midi, d'accord. Le matin, ils sont quand même là. Ils sont quand même à l'école, pardon. Le matin, ils sont à l'école. Oui. Merci beaucoup. Donc voilà, bon, il y a 41% de gens qui se sentent extrêmement bien, la moitié, 50% qui se sentent bien, et puis il y a 6% qui se sentent juste bien et 6% qui ne se sentent pas bien. Donc vraiment, ceux qui se sentent à peine bien et ceux qui ne se sentent pas bien, on espère que le cours va bien se passer. On vous remercie d'être là, en dépit du fait que vous n'avez pas forcément le moral au top. Tu n'as pas de temps, mais ce n'est pas grave. Je t'interromps et je te demande de dire à la personne qui ne va pas bien si on peut faire quelque chose pour elle ou pour lui. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose à distance en ligne pour les gens qui ne vont pas bien, si ce n'est vraiment vous souhaiter d'aller le mieux possible. Et encore une fois, voilà, merci d'être là, en dépit d'une situation qui est peut-être tendue. Donc voilà, on espère que, quel que soit le contexte et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou l'état de santé dans lequel vous êtes, ou cette session va se passer et vous sera utile, et que d'être avec d'autres personnes, même si jamais c'est en ligne, vous apportera un peu de réconfort et un peu de bien-être. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur des fichiers Excel. Donc, ce n'est pas forcément le truc le plus joyeux, mais c'est très utile et ça apprend des choses très concrètes sur la manière d'utiliser des chiffres. Donc, on va travailler là-dessus. Ensuite, voilà, on pourra approfondir ça si besoin au travers du suivi sur la Hive. Bon, vous connaissez le déroulement des séances, on partage des concepts et puis il y a des retours d'informations, des échanges. En plus de ça, sur cette session, il y a une partie particulière pour répondre aux enjeux qui avaient été identifiés et comment on travaille sur les 5 why, les 5 why, les 5 pourquoi. Et ça, on va commencer ça tout de suite après cette introduction. Pour les questions, les réponses, vous levez la main. Il y a la petite icône, discuter. Si vous cliquez, réaction, voilà, dans le truc réaction, vous pouvez lever la main comme vous le souhaitez. Voilà comment ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, cette semaine, on a eu cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la représentation de la chaîne d'approvisionnement en santé publique. Et vraiment, on a eu des très bons résultats. Donc, vraiment, merci pour ça. Juste, il y a un petit problème là sur les écrans, là, parce que il serait important qu'il y ait que moi qui clique sur l'écran ou sur le… Voilà. On va y arriver. Ah, mais vous vous battez, vous et Priyanka, hein. Il faut garder son savoir-être, Gilles, là. Hein. Non, mais voilà. Bon. OK. C'est bien s'il n'y a que moi qui clique sur l'écran en ce moment. Donc, on revient là où on était, désolé.
Donc voilà les présentations. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et là, il doit y avoir un problème. Excusez-moi. 5 minutes, excusez-moi. Une petite parenthèse. Il doit y avoir un problème. Je pense, Priyanka, qu'il est important que ton curseur ne soit pas du tout sur PowerPoint, parce que rien que des fois d'avoir le curseur sur l'écran, ça peut faire glisser l'écran. Donc, merci vraiment à tous ceux qui ont partagé ces représentations graphiques. Je crois que c'est très, très intéressant. On va essayer de les partager au maximum pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Voilà, on voit celle-là qui a été faite par Tokinaina Rakotoson. Vraiment, où on voit en effet les produits, les différents programmes, les différents acteurs, vraiment les différents flux qui sont très bien, représentés. Modélisé, merci. On peut penser que flux de commandes et flux d'informations sont des choses qui se regroupent, parce que les commandes, en fait, ce sont en effet des informations aussi. Et on voit d'ailleurs que parfois les flèches se recoupent. En tous les cas, merci beaucoup pour ce travail. C'est vraiment très, très bien. J'ai une question. Oui. J'ai une question. On a l'impression que Salama n'a qu'un entrepôt central, n'a pas d'entrepôts régionaux ou périphériques. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, quelqu'un? Soit par le chat. Oui, si vous pouvez le confirmer par le chat. Est-ce que tu peux reculer? Voilà. Non, c'est très bien. On a le flux d'argent qui est essentiellement les PTF. On a ce qui m'étonne, c'est que ce soit la pharmacie qui achète, la direction de la pharmacie qui achète à la centrale d'achat. Je ne comprends pas ça. Ce serait bien d'avoir une explication aussi. Maintenant qu'il y a un flux d'informations, alors s'il y a des commandes de la direction de la pharmacie à la centrale d'achat Salama, il y a forcément un flux d'argent. Non, c'est cohérent, c'est très bien. C'est très détaillé. Il y a deux personnes qui ont levé les mains. Donc, il y a deux personnes qui ont levé les mains qui vont peut-être pouvoir répondre. Donc, déjà, notamment Tokinaina Rakotoson, puisque c'est votre schéma qui est à l'écran. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Après, on prendra la parole à Anta SMSR. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Tout d'abord, le central d'achat Salam a aussi des entrepôts dans les ex-provinces parce que Madagascar, dans la cartographie de Madagascar, il y a 6 provinces et dans les ex-provinces, il y a aussi des entrepôts du central Salam. Ce sont des agences de l'agence Salam. Pour le flux d'argent des PLMT qui va directement au centre d'achat Salam. Il y a dans les médicaments essentiels génériques, il y a 2 formes d'approvisionnement. Il y a le fonds Fanomé, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés par les FAGECOM, par les centres de santé de base et qui va remonter vers la FACDIS, pharmacie de gros district, et la FACDIS va aussi assurer la commande auprès du central Salam. Il y a aussi le budget de l'État, c'est un don du ministère de la Santé pour le renflouement, des stocks des FAGECOM et aussi des FACDIS. Et à travers le budget de l'État, c'est des PLMT qui s'engagent d'acheter des médicaments pour ces formations de santé. Merci. Ok, et donc la suggestion, c'est globalement, il aurait fallu modéliser, parce qu'il y a un flux de produits entre la Salama entrepôt central et Salama entrepôts régionaux. Il y a un flux d'informations, il y a un flux d'argent, mais c'est un détail. C'est un détail, d'accord? Merci infiniment. Merci. À vous. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait commenter ou non? On avance. Donc voilà, je suis désolé, je pense qu'il y a peut-être qu'il y a
y a un écart entre mon écran, un délai en fait, en tout cas de connexion, parce que j'ai l'impression que ça met beaucoup de temps à passer en fait à chaque fois que j'appuie. Donc, là, ce que voilà, j'aime bien merci. dans ce diagramme, c'est qu'il y a les fréquences. Et c'est toujours très intéressant de savoir qu'il y a un décalage de fréquences entre les commandes entre Salama et les districts et les districts aux communes. C'est très intéressant parce que ça explique beaucoup aussi de problèmes. L'idée, c'est d'avoir, dès qu'on commande une fois par mois, si on commande le plus fréquemment, c'est-à-dire une fois par mois, ben c'est de recevoir une fois par mois. Si ça se dégage, si c'est moins fréquent, à ce moment-là, on a plus de chances de tomber en rupture de stock. Et plus les délais de livraison sont longs, c'est-à-dire moins la fréquence et moins les livraisons sont fréquentes, plus les niveaux ils doivent posséder de stock pour compenser. Donc, en fait, en ayant des fréquences qui sont très, très longues, peu de fréquences, eh ben, on augmente le stock dans le pays d'autant. Et ça, c'est du stock immobilisé, ça coûte très cher. Et ce que j'aime bien aussi dans ce diagramme-là, c'est qu'on dit livraison par camion. Et ensuite, la deuxième livraison du district aux communes, bon, c'est pas marqué, mais on peut imaginer que c'est par pick-up ou c'est par petit véhicule. Et en gros, plus on baisse en unité de mesure, c'est-à-dire en taille de la commande et donc de la livraison, plus en fait on peut baisser la capacité des véhicules. À toi, Gilles. Merci Pierre pour ce commentaire. Donc, en effet, voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour ces représentations. Elles sont disponibles, on peut les partager si vous le souhaitez. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est utile. L'intérêt de ce travail, c'est que ça donne une vision, encore une fois, de haut, hein, sur l'organisation de la supply chain, et ça permet de savoir où est-ce qu'il peut y avoir des goûts d'étranglement, où est-ce qu'il peut y avoir des améliorations. Comme l'a dit Pierre, où est-ce qu'il y a des différences de rythme, où est-ce qu'il peut y avoir en effet des délais dans les lead time, dans les délais d'approvisionnement. Cette semaine, on travaille sur deux modules, module 3 et module 4. Hein. Donc le module 3 qui est les produits dans la chaîne d'approvisionnement de la santé, et le module 4 qui est sur la planification de la demande de ces mêmes produits. Voilà, donc il y a des discussions qui sont en cours, sommes-nous dans le même bateau? Et puis il y a un travail sur la matrice RACI, responsabilité, accountability, communication, information, qui permet de savoir qui est responsable de quoi dans une structure. Et puis sur le devoir hebdomadaire, ce sera un exercice sur les prévisions, donc en ligne un peu avec ce qu'on va travailler maintenant. Si on regarde où on en est sur le cours, donc bon, voilà les statistiques de suivi des cours. Donc vraiment, voilà, félicitations à certains qui progressent, qui sont bien qui sont en bonne progression. Hein. Dans le bas du tableau, là, on voit tous ceux qui sont proches de la progression idéale, hein, et qui ont donc complété déjà au moins 2 modules, qui sont sur le deuxième module 3 pour certains qui sont commencés. Module 1 pour beaucoup. On voit dans le haut du tableau, il y a toute une partie de personnes qui n'ont même pas commencé l'introduction. Voilà, donc écoutez, à vous de voir comment vous pouvez, quelles sont les raisons, peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, si c'est des problèmes techniques ou quoi, dites-le nous, qu'on puisse essayer de les régler. Si ce sont au contraire des problèmes plus d'ordre organisationnel, disponibilité de votre côté, sachez que vraiment, après, c'est difficile de récupérer. Si jamais vous n'avancez pas en temps et en heure au bon moment, ça va être difficile pour vous de récupérer, de rattraper le temps perdu, quoi. Donc, je vous engage tous à vraiment mettre de votre côté le temps. Et le meilleur moyen de mettre le temps de son côté, c'est la régularité, d'être régulier et constant dans ce qu'on fait. Donc, vraiment, pour ce cours, essayez d'être constant dans la manière dont vous faites les exercices. Sans plus tarder, on va prendre 30 minutes maintenant pour faire la résolution collective des enjeux qui avaient été identifiés. Et le premier enjeu qui avait été identifié, qu'on va travailler sur cette semaine, c'est la quantification des besoins. Donc, Pierre, je te passe la main pour aborder ce sujet. Merci de ta main, c'est toujours un plaisir. Alors,
Ah non, 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 moi, quand je prends, je garde. Une vraie femme. Non, je rigole. On n'a rien entendu. On va couper ça, on va couper au montage. Résolution collective, semaine 1, quantification des besoins. Oui, c'est ça me fait rire. C'est un des problèmes principaux qui a été diagnostiqué à Madagascar. Et donc, il va falloir s'appesantir dessus. On a 30 minutes. Je vais mettre le chrono. Ou alors, on peut demander peut-être à Gilles de mettre le chrono. C'est parti. Je chronomètre. Ok, super. Vous voyez 3 colonnes parce qu'on a fait passer un questionnaire. Dans le premier questionnaire, on a dit quels sont les problèmes liés à la quantification. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est les symptômes. Il y a différents types de symptômes qui sont liés à une mauvaise quantification des besoins. La deuxième colonne, c'est quelles sont, d'après vous, les causes fondamentales de ce problème. Et la troisième question, c'était qu'est-ce que vous proposez comme résolution potentielle? Donc, je vais vous lire tout ça et ensuite, vous avez vu que la dernière ligne de la colonne, de chacune colonne, c'est « autre ». J'aimerais bien que vous réagissiez et que vous nous... On a eu votre version écrite, maintenant il faudrait la version orale. Et ensuite, on va vous montrer que il y a une autre étape après pour théoriser cette méthodologie d'utilisation de 3 mouvements. Quel est le symptôme? Quelle est la cause fondamentale? Et donc, quelle est la résolution potentielle? Pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine médical et on peut tout à fait s'inspirer du médecin qui voit le patient a mal à la tête et je vous avais parlé de ça la dernière fois. Et le médecin, il peut soit traiter le symptôme, donner du paracétamol, soit voir s'il y a une cause fondamentale. Traiter, donner du paracétamol, une fois que le paracétamol, l'effet du paracétamol aura disparu, on est bien d'accord que si la cause fondamentale n'est pas le mal de tête, à ce moment-là, s'il y a une cause plus profonde, et bien à ce moment-là, le symptôme va revenir. Donc, ça ne sert à rien de travailler et d'améliorer une chaîne d'approvisionnement si c'est pour que les symptômes reviennent. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas avancé finalement. Et c'est ce qui tue essentiellement beaucoup de chaînes d'approvisionnement, et en particulier en Afrique, c'est qu'on n'a pas traité les causes fondamentales. Donc, il y a 3 mouvements. Trouver, décrire les symptômes. Deuxièmement, faire un travail, et c'est un travail essentiellement intellectuel. Ce n'est pas évident. J'ai fait beaucoup d'ateliers où ça a été très long d'accoucher, un travail d'accouchement au forceps, quelles peuvent être les causes fondamentales. Mais c'est un biais. Ensuite, quand vous avez cette logique, vous verrez, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes, non seulement professionnels en chaîne d'approvisionnement, mais aussi personnels. Donc, quels sont les symptômes qui ont été décrits? Premièrement, mauvaise qualité des données. Elles sont incohérentes avec les données du RMA. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que le RMA. Le RMA, quelqu'un peut l'écrire sur le chat, sont différentes des données collectées. Ensuite, le problème lié à la quantification, c'est que les besoins réels des sites de formation, les formations sanitaires et les sites ne sont pas disponibles. Rapport mensuel d'activité. Merci beaucoup. Ensuite, troisièmement, les hypothèses sont incomplètes et elles entraînent beaucoup d'approximations. Alors, vous voyez ce point 3 est intéressant parce que le symptôme, c'est les hypothèses, enfin, les quantifications sont approximatives et la cause fondamentale, une des causes fondamentales qui a marqué, il y a hypothèse incomplète. Effectivement, quand les hypothèses ne sont pas bonnes, quand il y a de l'approximation, ça peut aussi venir par des hypothèses incomplètes. Donc ici, en fait, on a 2 idées que j'ai voulu laisser pour être sûr de vous expliquer un peu la logique. Quatrièmement, non-implication des épidémiologistes pour valider les scénarios épidémiologiques avec des informations fiables et documentées. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça peut être une cause fondamentale, mais ça peut être fatal. On peut se poser
la question, mais pourquoi les épidémiologistes, et on passe dans le deuxième pourquoi les épidémiologistes ne sont pas impliqués dans les scénarios épidémiologiques. Formation, ça veut dire qu'on travaille dans une identification, on travaille avec des données qui sont pas 50% des données qui sont là. Donc effectivement, ça ajoute un risque d'imprécision. Sixièmement, le rapportage sous papier, pour moi, n'est pas un symptôme, mais c'est plutôt une cause fondamentale. Pourquoi les données sont incomplètes? C'est parce qu'elles mettent du temps, parce qu'elles sont sous format papier. Et ensuite, autre point, mauvaise qualité des données. Passons au numéro 2. Donc, point 1 de la question 2 n'est pas la suite, n'est pas la cause fondamentale du point 1 du symptôme. Hein. On est bien d'accord, c'est une liste. Les responsables ne sont, si les acteurs ne sont pas formés, à ce moment-là, leur comportement va être erratique. Deuxièmement, pourquoi on saisit des mauvaises données, pourquoi la quantification ne se passe pas très bien, c'est parce qu'il y a une rotation trop rapide des employés qualifiés. Ça veut dire que globalement, il y a un manque de qualification des employés. Ils bougent trop vite. Troisièmement, pas de validation des données CSB et SDSP. Donc ça doit être des niveaux supérieurs aux formations sanitaires, où normalement, il y a une pyramide du rapportage qui fait qu'il y a au niveau de district, au niveau de région, il y a une confirmation. Je suis désolé, on me dit que ma voix ne s'entend pas très bien. Est-ce que c'est la connexion? On dit alors qu'il n'y a pas de validation et de contrôle des données au niveau supérieur, c'est-à-dire en amont, au fur et à mesure que les données passent du niveau périphérique au niveau central. Quatrièmement, les outils ne sont pas adaptés. Y a-t-il un logiciel de recueil de données? Oui. Est-il fonctionnel? Fonctionne-t-il bien? Ensuite, on parle de manque d'implication des employés sur le terrain. Ça veut dire que les employés sur le terrain, aux formations sanitaires, sont-ils impliqués dans la quantification? Le propos ici dit qu'ils ne sont pas assez impliqués. Donc, ça veut dire que ici, j'ai posé une question en disant, est-ce que c'est parce que c'est des flux poussés, c'est-à-dire que c'est de l'allocation, plutôt que des flux poussés, c'est quoi la suite, Gilles? L'opposé du flux poussé? C'est de la réquisition. Ah, tu as ton micro. Flux poussé, flux tiré. Flux tiré, réquisition, on tire. Dans le niveau périphérique, établit ses quantifications avec son historique ou d'une autre manière, et ensuite c'est aggloméré au niveau district, régional et central. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire, ou est-ce qu'on veut dire que quand il y a un atelier annuel de quantification, alors très étonnant, il n'y a pas d'informations sur y a-t-il un atelier de quantification, qu'est-ce qui est impliqué dans cet atelier de quantification, est-ce qu'il y a une mise à jour? Pour moi, tout ça sont peut-être des causes fondamentales. L'atelier de quantification n'est pas inclusif. Il n'y a pas de représentant du niveau périphérique. Autre point, il n'y a pas de procédure opérationnelle standard pour la quantification. Et donc, à chaque quantification, chaque année, c'est un système un peu empirique. Vous voyez, pour moi, ce sont des causes fondamentales. Manque de personnel à tous les niveaux. Oui, s'il n'y a pas assez de personnes, ça veut dire que les données ne remontent pas d'un niveau à l'autre ou pas assez rapidement, où les données sont faites par des gens qui ne sont pas formés, d'autres personnes, etc. Tout ça, ça se tient. Sixième, alors ça, c'est un aspect culturel qui est très intéressant. Conscience professionnelle diminue à Madagascar, surtout le secteur public. C'est lié à la formation, c'est lié au recrutement. Ça, c'est un point excellent. Septièmement, faible capacité des participants à l'atelier de quantification et la préparation des données. Ça arrive très souvent qu'il
les personnes qui viennent à l'atelier ne sont pas préparées, ils n'ont pas fait leur travail à la maison, comme on dit. Ensuite, huitièmement, personnel non formé. Autre question. Alors, globalement, quand il y a une cause fondamentale, il devrait y avoir une piste de solution ou une résolution potentielle. Ici, on propose de mise en place de validation des données auprès de la hiérarchie. On dit qu'il y a des revues de quantification trimestrielle. J'imagine qu'au niveau central, semestriel, au niveau elles sont adéquates, est-ce qu'elles font un bon boulot? Normalement, et croyez-en, un contrôleur de gestion dans une banque qui a travaillé pendant 6 ans, normalement, quand on a un historique de données, il faut toujours prendre du temps, un jour de travail pour dire j'ai l'historique, j'ai cette année 2021, je vais comparer à ma prévision 2021. On compare le réalisé avec la prévision. Et on essaie de comprendre pourquoi les choses n'ont pas été équivalentes. Et on essaie d'affiner en disant « Ah, je me suis beaucoup trompé sur ce produit. Pourquoi je me suis trompé sur ce produit? Parce que les hypothèses étaient mauvaises. Ou alors parce qu'il y a eu une épidémie, ou alors parce que, etc. » Ce processus itératif d'amélioration constante des hypothèses, de la méthodologie, du logiciel, du fichier Excel, je l'ai fait pendant 6 ans. C'est un travail important, mais c'est tellement essentiel pour continuer à affiner. Maintenant, je me pose la question, est-ce que ça serait ce manque de travail, où il n'est pas suffisant, serait-il une autre cause fondamentale? On va poser la question après. Mise en place de validation des données auprès de la hiérarchie. Ça veut dire que le district va valider les données des formations sanitaires, les régions vont valider les données des districts, etc. Et ça se fait au niveau central. Non seulement comme ça, mais aussi mensuel, mais ça peut être fait aussi avec les rapports et aussi les prévisions. Si les prévisions utilisent la même passe du périphérique au central, il peut y avoir un mécanisme de validation. Il faut que ça soit formalisé dans une procédure opérationnelle standard. Je pose la question, est-ce qu'elle existe à Madagascar? Si elle existe, elle peut exister, mais être sous la poussière. Est-ce qu'elle est appliquée? C'est ça le problème. Deuxièmement, formateur des acteurs, bien entendu, en gestion des informations sanitaires et en système d'information. Oui, oui, on est bien d'accord. Manque de redevabilité des personnes remplissant les outils, compréhension, limiter des enjeux des informations qu'ils donnent et également de toute la chaîne de transmission des informations logistiques. Très intéressant. La personne qui a mis ça, elle a une certaine maturité. J'ai fait la même chose au Canada, dans la Colombie-Britannique, où en visitant les 200 formations sanitaires, en leur expliquant un outil de commande de vaccins, il y avait quand même 3 millions de doses par an de vaccins. En leur expliquant où allaient les données, qu'est-ce qu'on en faisait des données, j'ai fait tellement de plaidoyer qu'on s'est rendu compte au bout de 6 mois, eh ben, les variations baissaient, les imprécisions baissaient, la promptitude, la complétude. Et il y a une autre étude, je ne me rappelle plus laquelle, se sont améliorés parce qu'on a fait du plaidoyer. Les gens ont compris qu'ils avaient un rôle important. Et ça, c'est très important. C'est très chouette de mettre cette remarque. C'est toujours une solution et c'est toujours une cause fondamentale. En fait, ça, c'est une cause fondamentale. Hein. Maintenant, on peut imaginer que la résolution, c'est ajouter de la redevabilité. Comment on rajoute de la redevabilité? C'est faire en sorte qu'au niveau central, quand on fait cette analyse mensuelle ou semestrielle, comme m'a dit Serge, eh ben, on essaie de comprendre quelles sont les formations, les régions qui sont les moins précises, les districts qui sont les moins précises, et les formations sanitaires qui sont les moins précis, et on essaie de comprendre pourquoi ils sont imprécis. Est-ce qu'il y a du turnover? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était mal formé? Est-ce qu'il a fait ça ou elle a fait ça dans un bout de table? Est-ce qu'elle était absente? Et on a la cause fondamentale. Application ineffective de sanctions positives ou négatives. Ah oui, ben, on est d'accord. Si on est dans un système, tu m'as fait peur, Gilles.
Pardon. Tu ne me fais pas ça, hein, des crises de tachycardie. Application ineffective de sanctions. Oui, je ne sais pas ensuite quel est le protocole en santé dans le ministère de la Santé, mais au bout d'un certain temps, quand quelqu'un ne fait pas son boulot ou ne fait pas suffisamment bien son boulot, on peut parler de la carotte, mais ensuite on peut parler de bâton. Le bâton le plus important, c'est de faire des inspections formatives. C'est comme ça qu'on traite ce genre de problème en santé publique. 10 Pierre, minutes. excuse-moi de te dire que tu as déjà atteint la moitié de ton temps, donc il te D'accord. reste… voilà. Manque d'appropriation de l'exercice de quantification par les acteurs impliqués. Ils ne sont pas intéressés. C'est très proche du manque de la viabilité. Ça, encore une fois, ce n'est pas une résolution. C'est une cause fondamentale, mais on peut dire qu'il faut promouvoir l'appropriation de l'exercice. Et ensuite, résolution, ensuite 6, conscience, augmenter la conscience du personnel, des employés. OK. Maintenant, je voudrais ouvrir la parole, savoir s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées de rajouter à cette liste. Qui veut parler? Moi, j'aimerais bien rajouter, est-ce qu'il y a véritablement au niveau central un groupe de personnes qui analysent les données rapportées, font un travail de promptitude, d'analyse de la promptitude, de la complétude et de la vératitude, un mot que j'aime bien créer. Est-ce qu'il y a des analystes qui font ça? Est-ce qu'il y a des analystes qui comparent les quantifications, qui font ça d'une manière très professionnelle et dont c'est le rôle, être analyste, c'est un rôle qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir gérer Excel, il faut savoir faire des tableaux croisés dynamiques, il faut savoir chercher, il faut prendre un coup de un téléphone pour appeler une formation sanitaire en essayant d'expliquer, mais vous me dites que c'est ça, mais regardez ce que donnent les chiffres. Qui est capable de rentrer dans la cause fondamentale. Qui veut intervenir là-dessus, sur les 25 participants? Tu as ton micro. Il faut avancer? Je te propose qu'on avance sur les slides suivants qui sont sur le même thème. Oui. Okay. Et en même temps, les gens pourront peut-être, voilà, il y a des idées qui vont surgir. OK. Non, il y a quelqu'un qui ouvrait la bouche? Non. Allons-y, allons-y. Fausse alerte. Alors, et ensuite, en fait, ce processus, vous pouvez le remettre dans ce qu'on a expliqué initialement, des 5 pourquoi. Là, on a listé un certain nombre de pourquoi, de causes fondamentales, mais comme je vous l'ai montré dans beaucoup de détails, est-ce qu'on est allé à la cause la première, ou on est allé à des causes la deuxième, la troisième ou la cinquième? Moi, je pense qu'on a effleuré le problème dans beaucoup de points. Et donc, ce qu'on pourrait faire ici, dans cet exercice, c'est de déterminer les causes fondamentales du premier pourquoi, du deuxième pourquoi, du troisième pourquoi, du quatrième pourquoi. Et arrivé au cinquième pourquoi, on a la cause fondamentale, les causes fondamentales. Pourquoi on parle de causes, des causes? Parce qu'en fait, tout ça se théorise avec ce qu'on appelle le diagramme en arêtes de poisson. Les arêtes de poisson, elles font des branchements. Vous avez ici, à main droite, le symptôme numéro 1. On peut expliquer, donc, symptôme numéro 1, incomplétude du rapportage mensuel et donc de la quantification annuelle. Il peut y avoir 3 causes. Du premier, si on dit pourquoi, on peut avoir 3 causes. La première cause, logiciel défaillant. Deuxième cause, capacité des, donc c'est 1B, capacité des employés. Cause 1C, qu'est-ce qu'on peut dire?
manque de promptitude. Et ensuite, à chacun de ces causes, on va se poser le deuxième pourquoi qui va nous amener vers plusieurs causes. Celles que j'ai mis en verte, elles n'ont pas de cause suivante parce qu'en fait, ce sont des causes fondamentales. Et à chaque cause qui est en blanc, il y a des causes, d'autres causes fondamentales et d'autres causes. Et ça nous amène, en fait, à des branchements qui nous permettent de localiser quelles sont les causes fondamentales. Et en fait, c'est ces causes fondamentales auxquelles il faut appliquer une piste de remédiation. Et quand on arrive à, comment dire, le logiciel est largement défaillant, eh ben, la piste de remédiation, c'est que, alors, il faut être largement défaillant, on va dire qu'il n'a pas suffisamment de champ pour prendre en compte tous les produits de santé publique. Donc, on n'utilise que des produits traceurs. Et donc, la quantification des autres produits est incorrecte. Et ben, la piste de remédiation, c'est qu'il faut ouvrir le rapportage à tous les types de produits. Une autre cause fondamentale, il faut avoir un logiciel, enfin un fichier Excel dans lequel on met tous les historiques et on y analyse les hypothèses et on affine les hypothèses. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et ensuite, il faut bien lister ces solutions, ces pistes de solutions, de manière à pouvoir établir un plan d'implémentation pour éradiquer ces causes fondamentales et donc éradiquer ces symptômes. Il nous reste 9 minutes. Gilles, qu'est-ce qu'on fait? On écoute plusieurs personnes qui vont nous parler d'exemples? S'il y a des gens, en effet, qui veulent communiquer, vraiment, on prend les commentaires. Sinon, en effet, bah, écoutez, on va avancer. Hein. Alors, qui peut nous parler de quelque chose? Est-ce qu'il y a des suggestions, des commentaires? Des commentaires, des suggestions. Des engagements, en fait, voire des engagements personnels. Exactement. Un diagramme en arête de poisson, on peut tout à fait ça faire sur une feuille blanche, comme ça, la main levée. Et en parlant de main levée, Serge lève une main. À tout seigneur, tout honneur. Serge, allez-y. En fait, c'est du mouina de Salam. Ah, d'accord. Très bien. Oui. Je voulais juste informer qu'au niveau de Salam, nous ne recevons d'aucune donnée ni information sur la quantification des besoins des FAGEDIS, FAGECOM et des hôpitaux. Ce qui fait que Salam a un comité de quantification qui est composé de plusieurs membres, c'est-à-dire les délégués médicaux, les approvisionnements, le stock, le contrôleur de gestion, pour faire la quantification annuelle et on se base sur les réalisations précédentes, ce qui fait que comme on ne reçoit aucune information, donc on se base sur les réalisations et ce qui fait que ça fausse beaucoup de données et c'est la raison pour laquelle il y a des fois où on tombe en rupture ou en surstock. C'est ça. Juste pour informer ça. Pour synthétiser, si je peux me permettre de synthétiser ce que vous dites, vous, Salama, vous distribuez du central, enfin, il y a le régional qui commande au central, et qui est-ce qui commande au régional, aux entrepôts régionaux? Ce sont les districts, c'est ça? Et les districts ne sont pas gérés par Salama. Ça veut dire que votre vision s'arrête aux commandes des districts, et donc les districts, eux, ils agglomèrent, mais en même temps, ils ont un point de variation parce qu'ils ne représentent pas, ils ont leur propre stock qui crée une variation. Ce n'est pas les commandes des formations sanitaires pures. Donc, votre plaidoyer, c'est de dire si on avait les commandes pures et simples de toutes les formations sanitaires de Madagascar, on serait capable de dire c'est ça qui est la consommation effective, actuelle et réelle des patients, puisque c'est un niveau avant les patients, et grâce à ça, on serait capable d'avoir une
consommation qui est pure et pas dévoyée, c'est pas le terme, mais qui n'est pas dérangée par les effets de stock du niveau de district. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça que vous voulez en fait, oui, ça c'est une chose. Les commandes, vraiment, c'est une chose, mais aussi les prévisions, parce qu'on ne reçoit d'aucune prévision ni de quantification de leur part, ce qui fait que c'est à nous de voir et de voir pour chaque article quelle quantité on va commander par rapport aux précédentes commandes. C'est ça. Mais en fait, donc vous plaidoyez pour deux choses. Il faudrait, premièrement, qu'il y ait un exercice fait par toutes les formations sanitaires de quantification. Cette quantification, elle est remontée au niveau district, elle est remontée au niveau régional, premièrement. Et deuxièmement, vous dites, mais en fait, notre quantification des produits maigres, on l'a fait dans notre coin. Et ce qu'il faudrait, c'est que ça soit un atelier qui soit inclusif et surtout qu'on nous fournisse les données des formations sanitaires, n'est-ce pas? À vous. Oui, affirmatif. C'est ça. Et comment, alors, le pourquoi du pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui? Est-ce que ça a été plaidoyer auprès de la direction de la pharmacie ou les formations sanitaires ne sont pas sous la pharmacie. Les formations sanitaires sont sous probablement un des programmes, une direction de la santé publique ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il serait possible, donc je parle de pistes de causes fondamentales, pourquoi ça n'a jamais été entrepris, ou est-ce que ça a été entrepris mais ça n'a jamais réussi à fonctionner? Comment ça se fait que les autorités de la direction de la pharmacie ainsi que la direction qui s'occupe de gérer les formations sanitaires, comment ça se fait qu'elles n'ont pas accepté ce genre de proposition qui est très constructive? À vous. Il y a eu des fois auparavant où on a reçu des données, des prévisions de la part des districts et des hôpitaux et on s'est approvisionné par rapport à ces informations-là, mais le résultat était vraiment très, très, très médiocre qu'on a dû se résigner à faire nous-mêmes la quantification, même si ça ne se rapproche pas des 100% des besoins. C'est plus intéressant de le faire nous-mêmes que d'exploiter les données qu'on a reçues de leur part. Donc, c'est vraiment la qualité des données qui ne se rapproche pas de la réalité. Ok. Je comprends. Pierre, maintenant, oui, allez-y. 3 minutes. Je reste 3 minutes sur ce thème. Donc, il y a encore une main qui est levée. Peut-être non, peut-être pas. Donc, je ne sais pas. Je te laisse finir. Pour le voir. On peut continuer à discuter là-dessus, mais on peut accueillir une autre question. Quelqu'un veut intervenir? Mais c'est un chouette sujet. Je te propose d'avancer. Il reste juste la fin pour ouvrir sur la question de la semaine suivante. Et puis, on peut peut-être… Ok. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Gilles? On demande… qu'est-ce qu'il fait? Il faut compléter… Non, je vous propose que vous avez compris un peu mieux par cet exemple de cette semaine. La semaine prochaine, on vous demandera plus de précision et plus de rigueur dans le processus intellectuel en posant les questions. Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est une cause? Est-elle la cause fondamentale? Et la piste de résolution. Aujourd'hui, c'était, on va dire, un peu un essai. D'accord, Gilles? On va quand même essayer de ramasser un peu tout ce qui a été discuté dans un document qu'on va mettre à votre disposition, de la même manière qu'on va mettre à votre disposition un document sur les partenaires où on a ramassé un peu les discussions de la première semaine. Donc, tous ces documents-là seront mis à votre disposition parce que c'est un sujet important. Et en effet, comme vous êtes tous là réunis, tous des acteurs majeurs de la supply chain malgache, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui ramasse un peu tout ce qui a été discuté ici et qui fait un peu le résumé de tout ça. Alors, la semaine prochaine, oui, merci. La semaine prochaine,
il y a un symptôme, le calendrier de distribution des produits livrés aux établissements de santé il n'est pas respecté. Alors, vous voyez, là, il faut rephraser ça. Parce que non-exécution des commandes de produits, ça, c'est le symptôme. C'est-à-dire que ce qui est commandé n'est pas reçu au niveau des formations sanitaires. Et il y a une des causes qui est le calendrier de distribution aux établissements de santé n'est pas respecté et erratique. Pour moi, il y a ici un symptôme. Il y a une des causes fondamentales, même pas une des causes, pas une cause fondamentale forcément. Donc il y a deux questions qui se tiennent, mais on va vous demander de réagir quand même. Quelles sont les causes profondes de ces symptômes et de lister des résolutions potentielles de ces causes profondes. Donc, on va faire passer un sondage, un questionnaire, et on va vous demander de véritablement répondre à ces questions. On va préciser, Priyanka, can you please, before sending these questions, can I revise them so that we improve it a little bit, so that we have better responses? OK? À moins qu'elles aient été déjà envoyées. Donc, prenez ce thème pour la deuxième semaine, mettez-la sur ces thèmes, mettez-le sur une feuille blanche, essayez de faire un diagramme en arête de poisson pour essayer de, à votre niveau, chacun à votre niveau, Salama aura des causes fondamentales qui seront probablement différentes de quelqu'un qui est à un niveau régional ou à un niveau de district. Mais ça ne pose aucun problème parce que c'est l'entièreté du système et on va vous demander véritablement d'essayer d'y réfléchir en appliquant cette méthode de manière à ce que vous vous familiarisez avec cette méthode et qu'ensuite vous l'utilisiez comme un outil quotidien. À toi, Gilles. As-tu quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter. C'était parfait. C'était parfait en 31 minutes. Donc, chapeau bas, Pierre. Il y a une main qui est levée, Pierre. Serge, pardon. Serge, il y a une main qui est levée sur votre ordinateur. C'est la salle Salama, je crois. Ah, d'accord. La main est toujours là. Donc, vous pouvez rabaisser la main. Merci. Je suis docteur Patricia de la division planification familiale au sein du ministère de la Santé. Et je reviens un peu sur les causes des problèmes de la quantification des besoins tout à l'heure. Dans les causes, surtout dans les causes fondamentales des problèmes, parce que il n'est pas mentionné le manque de matériel, je veux dire matériel informatique pour les personnes qui font le collecte des données. Alors, soyez plus précise, madame, soyez plus précise. À quel niveau et qu'est-ce que vous entendez par du matériel? Au niveau des districts, par exemple, le responsable GIS ne possède pas d'ordinateur, ne possède pas de connexion. Et les logiciels aussi, ils ne sont pas formés. Et il faut aussi dire qu'il a aussi le temps. Le temps est insuffisant parce que ces personnes-là ne s'occupent pas seulement des données concernant les produits ou des intrants, mais ils s'occupent de toutes les données, de tous les programmes, de tous les rapports. Donc, il y a aussi le facteur temps qui joue un rôle très important. Donc, je répète, il s'agit de manque de matériel informatique, de connexion, de temps et aussi le logiciel. Il y en a qui ne sont pas formés, qui ne maîtrisent pas. Le logiciel, c'est DHIS2, c'est ça? Oui, DHIS2, tout ce qui concerne les données. Et il y a aussi ici, je voudrais vous demander de quoi s'agit à propos des sanctions. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de donner des sanctions parce que
je pense que ce n'est pas vraiment Quelqu'un a une mis ça. résolution. Oui, mais C'est pas vraiment une bonne résolution du potentiel, à mon avis, hein, mon avis. Et puis aussi, la cause fondamentale qui dit croissance professionnelle diminuée à Madagascar, surtout le secteur public, c'est un peu trop lourd. Hein. Il faut vraiment alléger parce que nous tous sommes dans les secteurs publics, on est submergés de travail et quelquefois on n'arrive même pas à dormir. Donc, oui, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, docteur, pour ces commentaires extrêmement pertinents. Il y a quelqu'un qui a été polémique. Parce qu'en effet, ce sont des points qui sont très importants. Et en effet, on peut penser qu'il y a d'autres moyens, par exemple, en effet, que de sanctionner. Supervision formative. Oui, supervision formative, c'est très important. Normalement, le niveau de district, s'il fait son travail de contrôle des formations sanitaires de son district, il doit, mais encore une fois, est-ce que la méthode existe? Si vous dites qu'il n'y a pas d'ordinateur, donc effectivement… Derrière, excuse-moi Pierre, mais derrière quand même ce que vous dites, docteur, il y a quand même quelque chose qui ressort. Hein. Là, c'est une cause assez profonde qui est l'absence totale de budget. L'absence de budget suffisant pour faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'en termes de temps, dans ce que vous dites, qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire la charge, pour répondre à la charge de travail qui est disponible, puisque les gens travaillent H24, comme vous le dites, sous un stress énorme. Et en plus, en termes de matériel, il n'y a pas les montants. Donc, le point du budget est quand même un point très important. Alors, en effet, ce n'est peut-être pas la cause profonde. Il y a peut-être d'autres causes derrière pour les raisons pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de budget au niveau de l'État pour payer. Mais ce que vous dites là, c'est en effet, ça décrit une situation qui est assez tendue. Et en effet, mettre des sanctions sur des gens qui sont déjà extrêmement stretched, comme on dit en anglais, sur des équipes qui sont déjà extrêmement mises à la demande, c'est compliqué. Donc, en effet, il y a les deux, il faut trouver le juste équilibre. Et merci beaucoup, docteur, pour cette très importante. Mais vous savez, on va parler de notre compétence de consultant et d'assistant technique. DHIS2, en fait, c'est un logiciel, c'est un data warehousing, c'est l'entreposage de données. Et on saisit une fois par mois les données qui sont rapportées, consolidées au niveau central et au niveau périphérique. DHIS2, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un sigle, un système d'information de gestion logistique. Pourquoi? Parce que normalement, un vrai sigle doit être capable de savoir qu'est-ce qui est en stock en permanence, en temps réel, en amont et en aval. Et il est capable, quand il y a une commande de l'amont, de l'aval vers l'amont, est capable de dire bah, tu ne peux pas commander 100 parce qu'il n'y en a que 50. Et ça, DHIS2 ne peut pas le faire. DHIS2, on ne peut pas lui mettre des scanners de code barre. Donc, en fait, c'est une hérésie que d'utiliser DHIS2 comme sigle. Et je pense que ça, c'est une cause fondamentale au problème de Madagascar. Si on utilise un logiciel qui est adapté, qui est spécifique, qui à un moment peut se déverser sur DHIS2, et c'est ce qui est recommandé d'une manière internationale, et bien à ce moment-là, on a un logiciel qui est facilement saisi, dans lequel on peut saisir beaucoup plus facilement parce qu'on n'a qu'à scanner une fois par semaine ou tous les jours ce qui sort du stock. Donc, on a un stock quasiment en temps réel au niveau des formations sanitaires. Et donc, ça permet de savoir, d'avoir un logiciel que DHIS2 ne peut pas faire, qui est capable de dire, eh ben, la moyenne mensuelle des 6 derniers mois, c'est 100, le stock actuel, c'est 90, donc ça veut dire qu'il faut que je commande tant. Un sigle le fait automatiquement, c'est d'origine, alors que DHIS2 ne le fait pas. Et donc forcément, on est obligé de compenser par plus de temps, de demander à des gens qui ne sont pas compétents et dont on ne sait pas la compétence, on leur demande de saisir des données qui sont envoyées une fois par mois, ça n'a aucun sens. Beaucoup de pays ont réussi à améliorer leur système en utilisant un logiciel. Il y en a un certain nombre qui existent sur le marché. Un que j'apprécie beaucoup, c'est OpenLMIS, qui est fait par une entreprise Village Reach, le financement de USAID.
et qui était fait, maintenant ça a été transmis à une autre ONG. Ça, c'est des logiciels qui sont sérieux, qui sont spécialisés. Ils ne créent pas un système parallèle. À un moment, ils se déversent vers DHIS2. Merci. Voilà. Merci ça, beaucoup. c'est la cause fondamentale. Merci beaucoup. Chanel qui a été poussé par UNFPA, a été poussé de tellement de pays parce que les pays se sont dit c'est une prise de tête, c'est une usine à gaz. Alors, je ne veux pas faire… et Chanel, c'est verticalisé, c'est pour la santé reproductive. Donc, il y a quand même un historique qui n'est pas positif pour Chanel. Je suis désolé que vous l'utilisiez encore. Merci Pierre pour ces remarques franches. On va continuer, on a pris un peu de retard et on a un thème assez important à aborder maintenant, qui est en fait le thème central de cette session, qui est sur le processus de quantification. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le processus de quantification. Si on regarde d'une manière générale, plus précisément, on va travailler sur la prévision, sur les prévisions. Donc, si on regarde les 4 étapes d'un processus de quantification, il y a premièrement qu'on développé une méthodologie pour la collecte des données et comment on va les utiliser, quel type de données à quel type de données on a accès, quelle est la source des données. Donc ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'on va aller prendre les données qui sont dans les bases de données centrales du ministère? Est-ce qu'on va aller prendre les données sur le service qui est donné dans les centres de santé, le nombre de consultations, le nombre de patients, le nombre de personnes atteintes de telle ou telle maladie? Donc, on a ou les quantités achetées l'an dernier. Donc, on a un certain nombre de données qui sont disponibles pour pouvoir anticiper et prévoir et développer des quantifications. Deuxièmement, sur la base des données qui ont été recueillies, mais aussi sur la base des objectifs de programme que l'on s'est fixés, il va falloir prévoir les besoins de produits pour la période suivante. Donc, en effet, dans la méthodologie, on a aussi défini la période pour laquelle on va faire la quantification. Est-ce qu'on fait une période de 6 mois? Est-ce qu'on fait une période de 1 an? Il y a différentes possibilités. Sur l'étape 3, on va élaborer le plan d'achat et d'importation. Donc là, on va intégrer, en plus des prévisions qui ont été faites, on va intégrer les contraintes d'importation, les lead time, quand est-ce que les produits doivent être commandés, la quantité disponible en stock, combien de temps, quelles sont les contraintes pour les livraisons sur les centres de santé. C'est là que vont entrer, par exemple, le cadencement, ce dont parlait Pierre tout à l'heure, les différents rythmes, les différents cycles de commandes et de livraison. Donc, avec tout ça, on va élaborer un plan d'achat qui intègre l'importation, mais qui prend en compte aussi les contraintes de livraison. Et puis, l'étape 4, qui est très importante, c'est qu'après qu'on ait fait ça, après qu'on ait tout mis en place, on va faire un suivi, on va faire le monitoring, suivi, évaluation, le monitoring. C'est-à-dire qu'on va essayer de retirer le maximum d'informations sur comment comment ça s'est passé par le passé, comment ça se passe maintenant, où est-ce qu'il y a une marge d'erreur entre nos prévisions et la réalité. Donc, et surtout, on connaît la cause fondamentale de cette marge d'erreur. Et en effet, à chaque fois qu'on voit qu'il y a une erreur, on peut appliquer le processus des 5 pourquoi, des 5 why, pour comprendre pourquoi il y a eu ce problème. Alors, en effet, si c'est un problème de communication, si c'est un problème de validité des données, si c'est un problème de délai dans les approvisionnements, quelle est la cause profonde de ce problème? Aujourd'hui, sur le processus de quantification, on va se concentrer principalement sur une étape, qui est l'étape 2, qui est celle de la prévision des produits. Donc, si on définit, excusez-moi, je vais vous lire ce qui est sur le slide, alors que je sais que tout le monde sait lire, mais bon, comme ça, on le lit ensemble. La prévision consiste à prédire les événements futurs en analysant soigneusement les objectifs programmatiques et le plan, les données passées, les hypothèses et l'environnement et son impact. Donc, il y a toute une foule d'informations qui vont venir informer les prévisions. On le sait, par exemple, s'il y a des cycles climatiques importants, la saison des pluies, il n'y a pas les mêmes besoins qu'à la saison sèche, par exemple.
S'il y a des campagnes de vaccination importantes qui sont menées avec beaucoup de promotions, avec une sensibilisation des communautés, eh ben, on sait qu'il va y avoir une demande très spécifique. Donc ça, ce sont des événements extérieurs, par exemple, qui vont influencer la demande. Donc tout ça, bien évidemment, ça doit être pris en compte quand on fait la prévision des produits en santé. Et en effet, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui est vraiment très important, qui est de prévoir les besoins d'une population en produits de santé. Donc rapidement, on va faire un quiz. Priyanka, si tu peux envoyer le quiz. Merci. Est-ce que vous pouvez sélectionner, selon vous, quelles sont les données qui permettent d'élaborer des prévisions? Est-ce que c'est les données des services médicaux, des consultations? Est-ce que ce sont les données de surveillance? Est-ce que ce sont les données de consommation? Est-ce que ce sont les données sur les événements indésirables? Est-ce que ce sont les données sur les ménages? Alors, c'est un choix multiple, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule réponse. Et on vous laisse rapidement choisir, selon vous, quelles sont les données qui sont nécessaires. Merci, on continue rapidement. Peut-être qu'on peut lancer la réponse. Donner la réponse. Merci beaucoup. Voilà. Donc, 73% ont dit les données de services médicaux, les consultations, 30% les données de surveillance, 87% les données de consommation, en effet, 13% les données sur les événements indésirables et 27% les données sur les ménages. Donc, on voit une certaine priorité qui est donnée à deux grands types d'informations qui sont les données sur les services médicaux et les consultations. Donc, combien il y a eu de consultations et ensuite les données de consommation, quelles ont été les consommations. Mais ainsi qu'on le disait un peu en entrée, il y a quand même une nécessité de pouvoir couvrir l'ensemble des données qui vont influencer, les données du contexte qui vont influencer. Par exemple, quand on dit les données sur les événements indésirables, si on sait qu'il y a une épidémie qui arrive dans un pays limitrophe, on peut envisager qu'il va y avoir une augmentation de cette maladie et qu'il va falloir prévoir un surplus. Donc, par exemple, les données sur les événements indésirables peuvent être nécessaires. Les données sur les ménages également, comme on va le voir dans les exercices, si on sait qu'il y a un fort accroissement de la population ou qu'il y a un certain nombre de populations, qu'on n'a pas toutes les données, qu'on veut cibler pour un certain produit, une partie particulière de la population, il va falloir qu'on ait des informations importantes. Donc là, par exemple, on va prendre quelques exemples qui sont importants, auxquels vous avez d'ailleurs répondu. Les données de consommation, donc la consommation réelle de produits dans un établissement de santé ou dans un hôpital, quel que soit le niveau, il est important de savoir combien ont été consommés sur une certaine période pour envisager quelle consommation va être nécessaire sur les prochaines périodes. Les données de services médicaux et de consultation sont aussi nécessaires. Si on sait qu'il y a une forte consultation, bon, là en l'occurrence, on prend l'exemple par exemple des contraceptifs oraux, s'il y a des femmes qui vont consulter pour des contraceptifs oraux, ça nous donne en effet l'information des consultations, ça nous donne aussi bien évidemment l'information des consommations, mais ça peut nous permettre de projeter, comme on va le voir dans un exercice, si on veut changer de type de mode de contraception, ça peut nous permettre d'anticiper quelles vont être les consommations à venir. Ensuite, les données de morbidité. Donc, les données de morbidité peuvent être recueillies afin de connaître l'ampleur de certaines maladies ou affections dans une population. Donc là, on a trois types de données: consommation, consultation et morbidité, qui à un certain moment vont se recouper, qui peuvent donner différentes disponibilités, qui permettent peut-être d'avoir des croisées et de valider certaines données, mais qui peuvent aussi nous permettre d'extrapoler de manière différente un peu les données de base. Donc voilà. Après, les autres éléments qui étaient mentionnés dans le test, qui étaient les données sur la population, les données générales sur la population,
elles sont importantes parce qu'elles peuvent permettre aussi de faire des projections, et les données sur les événements négatifs, ou les événements à risque peuvent aussi être importants. Donc voilà un peu pour le contexte. Et là, on va se lancer donc maintenant dans l'utilisation des travaux et des fichiers Excel qui nous aident à faire les différentes méthodes d'évaluation qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Donc, vous avez reçu ces fichiers Excel, vous devez les avoir. Peut-être vous pouvez les ouvrir sur votre ordinateur si c'est possible pour faire le travail en parallèle. Nous, on va faire ce travail assez rapidement sur Excel. Encore une fois, s'il y a besoin d'approfondir, on le fera ultérieurement. On pourra le faire ultérieurement sur la Hive ou par échange sur mail ou par les questions-réponses sur le groupe WhatsApp. Il y a aussi des tutoriels disponibles pour approfondir la connaissance d'Excel. Encore une fois, Excel est un outil très, très, très puissant qui permet de faire beaucoup de choses en dehors des systèmes d'information, parfois un peu très formatés comme les systèmes d'information de gestion logistique, ce genre de choses. On peut avoir vraiment quelque chose de très puissant avec Excel quand on extrait les données et qu'on les retravaille un peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, qu'on les retravaille à sa sauce. Donc là, le travail qu'on va faire, c'est sur un exercice, un scénario, c'est un exercice fictif. Donc, on est dans un district, le district X. La population, c'est 200 000 habitants. Le taux de croissance de la population, c'est 3,2% par an. Le nombre de sous-districts, c'est 5. Donc, il y a 5 sous-districts dans ce district X. La source des produits pharmaceutiques, c'est une importation complète. Donc, tous les produits sont issus de l'importation. Et l'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement, c'est la centrale d'achat, qui est un organisme parapublic sous l'égide du ministère de la Santé. Donc, dans le premier scénario, on est dans un premier scénario où le produit dans lequel qu'on va envisager, c'est la ciprofloxacine, des comprimés de 500 mg. La taille du paquet, c'est 10 x 10, et donc 10 x 10 paquets secondaires. L'indication, c'est la typhoïde, la diarrhée, les infections des voies respiratoires, inférieures. C'est dans le programme des médicaments essentiels. Il n'y a pas de nouvel objectif sur cette nouvelle session, donc on part sur une projection des objectifs de couverture de l'année précédente. C'est financé par le ministère de la Santé et le fonds renouvelable, par le fonds renouvelable des médicaments, qui est un revolving fund, qui est un fonds renouvelable qui dépend du ministère de la Santé. Et la période de prévision sur laquelle on va travailler, c'est 12 mois. Donc, le but du travail, là, c'est de prévoir les besoins en utilisant le calcul de la consommation mensuelle moyenne. D'accord ? Donc, on va utiliser cette méthode de consommation mensuelle moyenne pour faire la projection. D'accord ? Donc, quand est-ce que la consommation mensuelle moyenne est-elle utilisée? Elle est utilisée pour prévoir des besoins en produits au niveau d'un établissement de santé ou même à un niveau un peu plus large, mais il faut avoir la capacité de collecter des données de consommation sur une période passée. Elle est utilisée pour calculer des mois de stock disponibles dans un établissement ou dans un entrepôt. Donc, encore une fois, ça peut être au niveau de l'établissement, mais ça peut être aussi au niveau de l'entrepôt du district, comme on va le faire dans ce cas-là. Et ça peut être utilisé lorsque la consommation de ces médicaments est stable. C'est plutôt pour des médicaments, en effet, qui n'ont pas des grands pics de consommation et qui ne varient pas trop d'une année sur l'autre. Alors, avant qu'on se lance directement dans l'exercice, on va vous poser une question rapidement. Est-ce que vous avez déjà utilisé la consommation mensuelle moyenne pour préparer des prévisions? Donc, si vous pouvez juste lancer le sondage, oui, non, et puis ensuite, on va faire tout de suite le travail, l'exercice. Oui, non, vous pouvez répondre. Et en même temps, si vous pouvez, Priyanka ou Sanjay, si vous pouvez lancer le fichier Excel, préparer le fichier Excel, on va passer à ça tout de suite. Mais d'abord, la réponse.
Oui, 100%. Bon, ça, c'est un oui ferme, clair. Hein. Merci. Merci pour ça. Donc, je pense que l'exercice devrait se passer très, très, très facilement. Est-ce qu'on peut avoir le fichier Excel, du coup, en visio? Donc, patientez 5 minutes. Là, on fait, voilà, merci, c'est parfait. Wow, quelle dextérité. Merci beaucoup. Peut-être si on peut enlever la partie gris, ce qui est en haut, ça sera bien. Merci, Priyanka. Donc, est-ce que j'ai le contrôle? Non, je n'ai pas le contrôle. Parfait. Donc voilà, nous avons là un tableau Excel qui est le tableau qu'on utilise pour faire le travail sur avec la consommation mensuelle moyenne. On doit avoir l'onglet numéro 1, pas le dernier onglet. Numéro 1, et si, il faut aller sur l'onglet numéro 1 et Priyanka, we need the tab number 1, not the last one. And if you can give me the control, that would be good, helpful. Donc, pendant que Priyanka me donne le contrôle de ce fichier, on voit en haut, donc, en haut du fichier Excel, une récapitulation des éléments qui sont nécessaires. Hein. Donc, en haut, je ne sais pas s'il y a un peu un délai là ou quoi. Excusez-nous. Hein. Priyanka, could you give me the control of the file? Control of your screen. Merci. Merci beaucoup, Priyanka. Donc, comme vous le voyez dans ce tableau, normalement, non, il y a un problème là. Gilles, pourquoi tu as téléchargé le fichier? C'est bon, voilà. On va le faire comme ça. On va voir. En effet, ce serait peut-être mieux. Mais c'est bon là, je crois. Donc, en haut, excusez-nous, en haut à gauche, vous avez la récapitulation des données qui ont été données sur le cas fictif. Hein. Donc, le nom du produit, comprimé de ciprofloxacine 500 mg, taille du paquet 10 x 10, indication de la typhoïde, de la diarrhée, programme médicaments essentiels, pas de nouvel objectif. On récupère les objectifs de l'an passé. Voilà, financé par le ministère de la Santé, période de 12 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données disponibles? Vous voyez d'abord, on a les données de la période précédente, hein, donc la période de 2017, janvier, février, mars, avril 2017 et 2018. Hein, donc, on a deux périodes de consommation avec… it's complicated. Sorry, je pense qu'il y a un peu un délai je ne sais pas pourquoi, là, il y a un délai de…
Tu veux le télécharger ou tu veux que je le fasse? Tu l'as, toi, en disponible? Parce que là, en Ouais, effet, là, ouais. j'ai un mal fou à contrôler le truc, quoi. Si tu peux Ok, partager- continue et je le fais. Tu fais tu changes le truc, là? Continue et dès que je peux le partager, Ok. je t'interromps. Donc, ce qu'on a là, on a un tableau où on reprend les données qui ont été calculées, qui ont été collectées sur le mois précédent. Donc, en effet, ce qu'on voit, c'est que janvier, le nombre de comprimés qui ont été utilisés, c'est 8000, et nombre de paquets. Donc là, le calcul est assez simple, hein. Si vous regardez le calcul, c'est 82. Ici, vous avez 82. Donc, vous voyez la formule en haut, c'est B13 divisé par 100. Hein, donc, 100, c'est le nombre dans le packaging, hein, c'est le nombre de paquets 10 x 10 qu'il y a dans le packaging, nombre de comprimés, 8245, nombre de paquets distribués, 82. Donc là, on a le nombre de paquets qui ont été nécessaires pendant l'ensemble de la période. Ensuite de ça, si une fois qu'on a regardé le nombre de paquets, on a ici la somme. Hein, je vais réduire un peu la taille. On a la somme des quantités consommées sur les 24 mois. Donc, cette somme, 2139, c'est la somme de l'ensemble des paquets qui ont été commandés, qui ont été consommés, distribués pendant une année. Donc, on a pendant 2 ans, pardon, pendant 2 années. Donc, pendant 2 ans, l'ensemble des quantités qui ont été consommées, c'est 2139. La durée de la période, donc, c'est 24 mois. Hein, ça a pris 24 mois pour consommer ces 2139. Donc, du coup, la consommation mensuelle moyenne, c'est 89. Consommation mensuelle moyenne, 89. Il y a eu 2139 pièces, quantité par 24. C'est vraiment un calcul de moyenne très simple qui est 89. Ensuite, on ajuste la consommation mensuelle. Et cette fois-ci, comment on l'ajuste? On l'ajuste en utilisant le taux de croissance. C'est-à-dire qu'on sait que l'an dernier, on a utilisé 89 pour une population de 200 000 habitants. Il y a un taux de croissance de 3,2% par an. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est on utilise tout simplement 3,2% qu'on rajoute à 89. On a donc une consommation mensuelle moyenne ajustée de 92 et la prévision pour 12 mois, on multiplie ça par 12. Donc, on a pris des quantités sur 24 mois qu'on a ramené à une quantité mensuelle évaluée et ensuite, on l'a projeté et on a eu ce chiffre pour une période de 12 mois. Comme les objectifs du programme ne sont pas changés, il n'y a pas besoin de rajouter des éléments qui pourraient être liés à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point-là? Désolé pour les petits problèmes techniques. Je sais, voilà, on va essayer d'améliorer ça rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, des échanges spécifiques, des suggestions que vous pourriez faire là-dessus? Non? Très bien. Donc, dans ce cas-là, on va passer au scénario 2. Hein. Peut-être pas la peine de repasser sur Excel, hein, parce que de toute manière, toutes les données de passer sur PowerPoint. Hein. Pas de problème. Donc, on reste sur… du coup, je n'ai plus accès, c'est ça? Si tu veux, moi, je peux y aller. Parce que là, je vois que j'ai plus accès à l'écran. J'ai plus la commande de l'écran. Ah oui. Non, Priyanka, I don't need access to your screen. I need to show my screen. Bon, c'est pas grave. No, sinon, je vais le faire. Okay. Mais non, mais c'est moi qui ai le contrôle maintenant. Ok. Tu as le contrôle donc maintenant? ici, oui.
ici, on passe au deuxième scénario. Donc, vous vous rappelez, non, vous vous rappelez pas parce que ça n'a pas été présenté. On parle de produit qui est un acétate injectable de 150 mg. Il y a, désolé, il faut passer par pour présenter le slide sur les couples années de protection. OK. Désolé. Priyanka, Sorry, we need to Priyanka. go back to the slides because there's definitions on the slides. Can you bring us on the slides, please? And Gilles will continue. Priyanka. Priyanka, thank you. OK, donc rapidement, on revient sur le slide. Juste un point. Donc, on va passer au deuxième scénario. Hein. Donc là, on a utilisé donc la moyenne mensuelle, la consommation moyenne mensuelle. Et donc là, maintenant, on passe à un deuxième élément qui est le deuxième scénario. Si on veut bien passer. Bravo. À toi. Yes. Donc, le deuxième scénario, c'est l'acétate de médroxyprogestérone injectable, 150 mg. C'est un produit de substitution pour la contraception. Donc, c'est 24 fois une seringue pré-remplie. On dit que c'est un produit de substitution parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas été mis en place dans ce pays. Donc, on essaye de remplacer tous les éléments de contraceptifs oraux par ce système par injection. Donc, c'est de la contraception. C'est une injection tous les 3 mois, 12 à 13 semaines. C'est un programme de planification familiale. L'objectif du programme, c'est que comme il s'est avéré plus efficace, les systèmes de contraception par injection, le ministère de la Santé essaye de faire passer 50 à 60% des femmes, 5 à 60% des femmes sous contraceptifs oraux, qui sont actuellement sous contraceptifs oraux, à un produit de substitution qui est un produit injectable. Donc, on essaie de transférer, ça c'est l'objectif. Pour le coup, il y a un objectif du programme en comparaison à ce qui était fait avant. Et là, c'est financé en l'occurrence en collaboration par le ministère de la Santé et l'UNFPA. Et donc là, le but, ça va être de prévoir le besoin en produits en utilisant cette fois-ci les actes médicaux, les interventions, les consultations. Alors rapidement, pour mieux cerner l'ensemble de ce travail, on va travailler sur le couple année de protection. Donc, un rapide rappel, qu'est-ce que c'est que le couple année de protection? Un couple année de protection, c'est ce qui va servir en fait à couvrir la protection en termes de contraception d'un couple pendant 1 an. Donc, en gros, ça peut être un couple année de protection. Il y a différentes méthodes qui vont permettre de le calculer, mais ça dépend surtout du type de contraception qui est utilisé. Donc, par exemple, ici, dans le cas présent, enfin, dans les 2 cas qui sont présentés ici, on estime que 120 préservatifs, c'est nécessaire pour faire un couple année de protection. Que ce soit des préservatifs masculins ou des préservatifs féminins, on estime que pour un couple, 120 préservatifs permettent d'avoir un couple année de protection. C'est une estimation basée sur la pratique. Et dans un cycle, par exemple, de pilules, donc de contraception orale, on estime que 15 cycles de pilules permettent d'avoir un cycle un couple année de protection. Donc, maintenant, on va faire tout de suite le travail sur cette base-là. Je pense que c'est clair, les histoires de couple année de protection, notamment, par exemple, si on se place dans le produit qu'on va étudier maintenant, qui est ce scénario-là. Je vous laisse réfléchir, à votre avis, combien il va falloir d'injections pour avoir un couple année de protection.
hein, le temps qu'on passe sur Excel. Tout le monde, il y a une injection tous les 3 mois. Une injection tous les 3 mois. On vous laisse mettre dans les discussions, là, par écrit, dans le chat. Dites-nous, avec une injection tous les 3 mois, combien d'injections correspondent à un couple année de protection. Je vais partager directement l'écran, si vous permettez, comme ça, ça permettra. J'espère que ça marchera. Pierre, tu me dis si vous voyez bien l'écran ou pas? OK. OK. Donc, on est dans le scénario 2. Donc, scénario 2. Non, on est encore sur la présentation PowerPoint. Ah bon? Il faut que Priyanka, you need to… Pierre, can you try to share your screen if you have the Excel? It's what I'm trying to do now. And it is telling me that my screen is being shared. No, it's not. Ah, OK. Bon, peut-être qu'il faut arrêter. Peut-être Pierre, can you que… stop share so that Gilles' screen will be visible? OK. Voilà. Gilles, try now again. Can you see it? Yeah. Ouais. Gilles, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas trop baisser la police. OK, alors je vais essayer d'augmenter la police. On a un peu des problèmes de police en ce moment en France. Ouais. Voilà, c'est très bien. J'essaie de supprimer la bande aussi en haut. Là, je ne sais pas comment on fait, évidemment. En plus, là, je ne vois rien. Donc, il faut que tu cliques sur droit. Ouais, mais ici, là. Non, tu étais à main droite, tout à fait sur le bandeau. Tu cliques droit. Voilà, ici, là. Clique. Non, non, en dessous. Oui, clique droit ici. OK. Non. Bon, tant pis. Je Bon, t'expliquerai plus tard. On fera ça plus tard. OK, allez, c'est parti. Donc, on a acétate de méthoxyprogestérone, voilà, 24 semaines. Et donc là, on va utiliser, je ne vous refais pas l'objectif du programme, juste rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le couple année de protection, là, quand on est une injection tous les 3 mois, c'est combien d'injections pour faire un couple année de protection? Alors, je regarde dans le chat, est-ce qu'il y a eu des réponses? 4 injections, ouais, 4 injections, 5, 4, 4, 4, bon, OK. C'est parfait, en effet, c'est 4, hein, donc 3 x 4, 12. Ah, donc, on a 12 mois de protection. Merci. Alors, 5, peut-être, c'était pour avoir une certaine sécurité. Hein, en effet, si on prend 5, on a 1 mois de sécurité. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on ne travaille pas avec des éléments de sécurité dans ce genre de protection en général. Mais bon, dites-moi si je me trompe. Donc, en l'occurrence, on regarde sur la période. Là, on utilise une période d'1 an et on regarde le nombre de femmes ayant fréquenté les cliniques pour des contraceptifs oraux. Et là, on a la liste mensuelle, mois par mois, des nombres de personnes qui ont fréquenté la clinique pour avoir des contraceptifs oraux. Donc, ce nombre total de femmes qui est là, si on le regarde ici, on a le nombre total de femmes, 2093. Donc, c'est le nombre qu'on va retrouver. 25 116, donc voilà le nombre qui est là, 25 116, on le voit ici un peu dans le truc, dans le résultat somme sur Excel. Donc, nombre total de femmes qui sont rendues dans l'établissement pour les contraceptifs oraux, 25 116. On utilise la fonction somme, qui est ici, des cellules C14 à C25 qui sont là. L'objectif du programme, c'est 60% des femmes actuelles. Donc, on va essayer de passer ce nombre total de personnes qui ont consulté pour de la contraception orale, on va essayer de les passer en contraception injectable. Donc, on est là, en effet, on a à 15 000, l'objectif, c'est 15 070. Donc, N
14,0, c'est la cellule qui est ici, hein, fois 60%. On fait un arrondi supérieur pour ne pas tomber dans des virgules ou des petits chiffres qui seraient compliqués, et on trouve 15 070. Là, on fait une hypothèse en plus. Alors, sur ce cas-là, on fait une hypothèse, c'est que comme il va y avoir une grosse sensibilisation pour faire passer les personnes qui sont en contraception orale à un mode de contraception par injection, on va avoir 10% de personnes qui en fait vont venir en plus sur ce mode de contraception. Gilles, pardonne-moi de t'interrompre ici. Il y a quelqu'un qui a dit comme cause fondamentale, c'est qu'on n'intégrait pas les épidémiologistes dans les hypothèses. Ça, c'est ce que pourrait dire un épidémiologiste. Il dit attention, 60% c'est bien, c'est l'objectif, mais on va gagner en fait 10 points de pourcent parce qu'on aura fait une grande communication là-dessus. C'est exactement ça qui est dit. Pardon, à toi. Merci beaucoup Pierre, il n'y a pas de pardon. Ne t'exclus pas pour faire quelque chose pour le bien que tu fais. Donc, merci pour ça. Donc, en effet, on a d'un côté donc, les 60% des utilisateurs en contraception orale qui sont là, les 10% en plus qui viennent d'être mobilisés, sensibilisés en plus, et donc on a un total de 21 070 personnes. Il y a 21 070 personnes qui sont l'objectif de cette nouvelle méthode de contraception. Comme vous l'avez dit, c'est 4 injections nécessaires par femme et par an. C'est le couple année de protection, 4. Donc, on multiplie 21 000 par 4. On trouve 84 280, nombre d'injections nécessaires, nombre de paquets requis, divisé par 24, hein, c'est le packaging, et on a 3 512 personnes. Est-ce qu'il y a des hypothèses autres qu'on aurait pu faire? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Et sinon aussi, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses que nous aurions pu faire? Parce qu'on a pris une hypothèse, là, 10% de nouveaux utilisateurs, de nouvelles utilisatrices plutôt. On va continuer. On est un peu pris par le temps et puis bon, c'est quand même des calculs que vous savez tous faire. Et on va reprendre en fait un scénario assez proche du scénario 1, du premier scénario qu'on a fait. On ne va pas faire le scénario 3 aujourd'hui. On le fera, vous pouvez le regarder, on peut en parler ensuite si besoin. Mais là, on va passer directement au scénario 4. Donc, sur le scénario 4, on va utiliser une nouvelle méthode en utilisant la fonction tendance d'Excel. D'accord? Donc, on va utiliser la fonction tendance d'Excel, non plus pour avoir une quantité, une consommation moyenne mensuelle brute, mais pour essayer justement de la lisser et de l'avoir sous la forme d'une tendance. Donc, on est dans le même cas que le scénario numéro 1, des comprimés de ciprofloxacine 500 mg, une taille du paquet 10 x 10, l'indication typhoïde, diarrhée, infection des voies respiratoires inférieures, programme médicaments essentiels, pas de nouvel objectif du programme, financement par le Fonds renouvelable de médicaments du ministère de la Santé, période de prévision 12 mois, localisation district X avec 5 sous-districts et la population de 200 000 habitants et un taux de croissance de 3,2%. Donc, si vous regardez les données de base que l'on a, ce sont les mêmes que sur le premier exercice. On a 2017, 2017, toutes les quantités sur 2017 et 2018, toutes les quantités sur 2018, quantité de consommation, nombre de paquets distribués. D'accord? Et puis là, on dit on va projeter sur les mois suivants. Là, on n'a pas sur 2019 parce que c'est les quantités qu'on cherche. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire la consommation mensuelle moyenne, on utilise la fonction tendance. Donc, quand vous utilisez la fonction tendance dans Excel, vous allez en général dans insérer, insertion, là voilà, fonction. Et quand vous êtes sur insertion, il y a quelque part où il y a marqué fonction. Non, peut-être c'est dans formule, excusez-moi. Voilà, formule, insérer une fonction. Et quand vous cliquez sur insérer une fonction, vous avez tout de suite différentes fonctions qui vont s'afficher. Et là, en l'occurrence, vous avez la fonction tendance qui s'affiche, parce que c'est la dernière qui a été utilisée. Donc, vous cherchez la fonction tendance
et vous remplissez, vous pouvez faire la tendance sur D12, de cette case-là à cette case-là, d'accord? Donc, on choisit la distance, la zone que l'on va choisir comme source. Et ensuite, on dit sur quelle zone on va les projeter. Et donc, du coup, on va projeter sur ces zones-là, sur la zone de A36, sur l'ensemble de la zone de A12 à A36, qui est là, voilà. Bon, okay. 47. Et ensuite, voilà, donc on a à 47, ouais. Donc, pardon, on copie ça, on prend celle-là, on copie sur l'ensemble du tableau, pardon, de A35 à A36. Donc, on a cette donnée-là qui est la donnée source sur l'ensemble de ce tableau. Ça nous donne la tendance qui est ici, hein, une approximation qui est non plus la consommation mensuelle moyenne brute mois par mois, mais qui est lissée sur l'ensemble de la période. Et ensuite, on projette sur l'année cette tendance. Donc, on a une évolution que l'on voit ici sur le graphe, qui est au lieu d'avoir cette consommation mensuelle moyenne qui est vraiment hachée et qui peut en effet avoir des pics et des descentes, on lisse ça sur la durée. Donc, je ne sais pas si j'étais très, très, très clair. Gilles, tu devrais clique sur le FX de la barre pour expliquer aux gens. Voilà, ici, FX. Clique sur FX. Voilà, clique dessus. Donc là, on a à droite, en effet, le concepteur de formule. Voilà, et quand vous allez tout en bas, vous avez aide supplémentaire sur cette fonction. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Ah, pardon, excusez-moi, parce que j'ai justement… Non, c'est bien. En bas, à gauche, à droite. En bas, à droite. Attends, en bas, à droite. Il y a eu un petit problème. Tu disais, oui. En bas, à droite, vous cliquez sur aide supplémentaire sur cette fonction. Et c'est très important parce que vous avez les explications, comment la refaire. On est d'accord, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est Excel et parce que c'est une fonction bien sophistiquée. Mais normalement, en cliquant sur cette aide supplémentaire sur cette fonction, vous allez avoir un écran qui va s'afficher, le site web d'Excel, de Microsoft Excel, sur cette fonction et qui vous expliqueront comment reprendre la manipulation. Elle est un peu compliquée, on vous l'accorde. Souvent, on a des questions en disant « mais comment on fait ça finalement ?» Lisez ça, surtout si vous avez Excel en français, qui vous l'expliquera bien. À toi, Gilles. Merci Pierre. Donc voilà, en fait, vous sélectionnez des sources, qui sont le nombre de paquets, hein. Vous sélectionnez l'ensemble des informations, la durée liée avec notamment les données en abscisse, hein, les dates. Une fois que vous avez fait ça, vous projetez ça sur une durée de 12 mois. La différence, juste rapidement, que l'on trouve avec ça, donc on a automatiquement, hein, le nombre de paquets qu'on doit avoir ici. Le nombre de paquets, en fait, c'est l'arrondi de la somme qui est là. Donc là, vous avez une somme, hein, si vous faites la somme totale, c'est 1121,41. Ça vous donne 1122, c'est l'arrondi. Juste pour information, hein, vous avez ici, dans cet onglet-là de l'outil, un moyen de valider la précision des différentes méthodes. Parce qu'on voit que dans le scénario 1, on arrive à 1122 comme nombre de paquets à commander pour cette période-là. Et dans le scénario 4, 1122 en utilisant la tendance. Et dans le scénario 1, avec les mêmes données, on arrive à 1104. Donc, qu'on utilise la formule de tendance qui lisse les pics et les échanges, ou qu'on utilise la consommation mensuelle moyenne, on n'a pas le même résultat. On a 1122 d'un côté, 1104 de l'autre. Donc, sur le fichier Excel qui a été partagé, ici, vous avez un dernier onglet qui s'appelle Précision des prévisions, que vous allez pouvoir utiliser, hein, pour faire en effet la comparaison, savoir quelle méthode a été la plus juste. Donc ça fait partie, hein, du dernier élément qu'on avait mentionné lorsque l'on travaillait, lorsqu'on présentait les 4 étapes
de la quantification. La dernière étape étant la validation, l'évaluation, comprendre pourquoi il y a des écarts. On peut repasser peut-être au PowerPoint. Merci. C'est à merci. toi, il faut que tu quittes. Ouais, je suis sorti. Okay. I'm gone. I'm off. Donc, merci à tous. Je sais que c'est un peu compliqué parfois cet élément sur Excel. Là, c'est une session qui est toujours un peu difficile à faire. Très rapidement, on va essayer d'avancer maintenant. On a presque fini. Juste tirer rapidement les conséquences. Si jamais peut-être vous avez quelques commentaires à faire assez spécifiques sur ces différentes méthodes. Un point quand même qui est important de savoir, c'est qu'en effet, un point qui est assez clair sur toutes ces méthodes, c'est que les données sont toujours, c'est un élément important, elles sont souvent difficiles à collecter, à collecter, elles sont parfois difficiles à analyser, elles peuvent être difficiles aussi à utiliser, c'est-à-dire d'un point de vue technique, une fois qu'on les a collectées, les transformer dans un bon système, les mettre en bonne forme, toutes ces choses-là, c'est vraiment des contraintes très, très importantes qu'il ne faut pas négliger. Donc, tout ça n'est pas aussi simple qui peut y paraître. Et vous l'avez vu, le tableau Excel peut parfois être un peu rébarbatif. Voilà, si vous avez des questions là, rapidement sur ce point-là, on peut les prendre. Est-ce qu'il y a aussi on va mettre un sondage aussi rapidement là, auquel vous pouvez répondre pendant qu'on peut en même temps discuter et échanger. Première question, quel ensemble de données est habituellement utilisé dans votre pays? Organisation pour élaborer des prévisions. Là, pour le coup, vous n'avez plus qu'un seul choix à utiliser. Donc, on va dire quelles est les données les plus communément utilisées dans votre pays. Première question. Quelles sont les données les plus communément utilisées dans votre pays? Les données de consommation, les données d'actes médicaux, une combinaison entre consommation et intervention, et surveillance et élaboration de scénarios. Et ensuite, derrière, est-ce que les concepts qu'on a partagés là jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair ou pas clair? Ou bien est-ce qu'il faut peut-être qu'on approfondisse là-dessus? Donc, on vous laisse répondre et pendant ce temps, on prend des questions, des réponses si besoin. Est-ce qu'il y a des suggestions, des questions, des compléments d'information, des commentaires, quelque chose que quelqu'un voudrait partager avec nous? Donc, les résultats du sondage, données de consommation 72%, les données d'actes médicaux 11%, combinaison 17%. Très bien, merci pour ça. Ensuite, donc tout le monde est plutôt dans le haut de la compréhension. Merci pour ça. Ce que je vous engage à faire, c'est vraiment pratiquer les fichiers Excel qu'on a partagés, travaillez-les, mettez les mains dedans, comme on dit, mettre les mains dans le cambouis pour vraiment travailler les données, travailler les différentes fonctions. Mais ce serait vraiment utile qu'une fois que vous avez travaillé ça, une fois que vous vous êtes engagé là-dessus, vous revenez vers nous et puis vous nous dites, ouais, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je le fais autrement, moi j'utilise un outil qui est plus développé, moi j'utilise d'autres fonctions, pourquoi on utilise ça? Ce serait bien qu'on puisse avoir une discussion là-dessus. Voilà. Alors on peut l'avoir sur la Hive, on peut l'avoir aussi à la prochaine séance, mais ce serait bien. Donc, il y a une question de Anta qui est sur autre chose, on la met de côté, on va la reprendre. Docteur Nicolas, quelquefois on utilise le cas moyen mensuel au lieu de la consommation mensuelle. D'accord, merci. Donc, en effet, c'est peut-être, ça nous rapproche un peu de tout ce qui est données d'intervention ou données de morbidité plutôt que données de consommation. C'est une autre perspective, encore une fois, sur des informations qui sont en fait, au bout du compte, assez similaires. Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un veut rajouter un commentaire? Bon, Pierre? Non, tout est bon. Bon, je pense que you did a good job. Thank you, Pierre.
Je te passe la main pour la conclusion ou tu veux que je conclue? Vas-y, tu es bien lancé. Merci, Pierre. Donc, alors, quels sont les principaux défis? Bon, ça, on l'a déjà rapidement évoqué, hein, mais ça, c'est peut-être un point sur lequel aussi vous voulez partager la difficulté de collecter les informations, les données. Surtout, comme le disait Pierre, quand on a commencé à avoir des systèmes qui ne communiquent pas les uns avec les autres, vraiment, on arrive parfois dans des situations qui sont vraiment, vraiment compliquées, non seulement pour collecter les données, mais pour leur donner du sens. Alors maintenant, il y a des systèmes qui se font, qui sont des systèmes intermédiaires, en fait, hein, qui permettent justement de réunir toutes les données dans un système qui soit facile, avec une belle interface, facile à utiliser, de plus en plus d'organisations ont recours à ça. Il n'empêche que bon, il y a une expression, hein, comme on dit, hein, vous la connaissez cette expression, j'ai un peu du mal à la dire, je suis vraiment désolé. Bon, je vais la dire en anglais, c'est moins mal poli, mais comme on dit, shit in, shit out. Hein. Donc, si on met dans un système des informations qui sont erronées, on retirera des informations erronées. Donc, on peut avoir le plus beau système, la plus belle interface. C'est vrai que si on n'arrive pas à rentrer des données qui sont justes, et ça demande un travail très important pour rentrer les données les plus justes possibles, pour pouvoir les collecter, qu'elles soient justes aussi, et ensuite, en effet, les interpréter. Donc, tout ce système autour des données, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important. On va faire un cours, le prochain cours, qui s'occupe de la capacité des informations, des fonctions capacitatrices. Désolé, hein, Pierre, tu es meilleur sur ce mot-là que moi. Les fonctions capacitantes, voilà, les fonctions capacitantes de la supply chain, où on va en effet parler beaucoup plus de la collecte des données et de l'interprétation des données. Voilà une dernière question. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu, voilà, mais en 2019, personne n'a prévu qu'en 2020, on aurait besoin de 1000 fois plus, ou peut-être même plus, de gants médicaux à cause de la pandémie. Voilà, il s'agit d'un exemple extrême, mais il montre que nous ne pouvons pas toujours être sûrs sur les quantités et sur les ruptures et les évolutions. Donc, en effet, cette quatrième étape dont on a parlé, on a vu rapidement qu'il y a un onglet comparaison sur le fichier Excel. Elle est très importante pour retirer les apprentissages, pour savoir aussi des apprentissages sur l'évaluation des quantités qu'on peut apprendre, mais ça peut être aussi une évaluation plus simplement sur la méthode dont on travaille. Donc, comment on a pu, par exemple, réagir à des évolutions, comment on a pu s'adapter à un changement. Est-ce qu'on est une équipe, entre guillemets, agile, comme on dit? Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on a cette capacité de répondre à des changements? Et par exemple, en effet, la pandémie de 2020 a montré que dans différents contextes, différentes structures avaient différentes capacités de réaction à des éléments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contribuer là-dessus sur cet apprentissage aussi, la capacité, notamment pour éviter un peu d'avoir des surstocks, des sous-stocks? Un exemple, par exemple, où on aurait trop commandé quelque chose avec des dates de péremption mal prises en compte ou des choses comme ça. Bon, s'il n'y a pas d'éléments, donc voilà, là on reprend le dernier élément. Il y a différents éléments entre l'écart absolu moyen, qui est la somme des erreurs simples, l'erreur quadratique moyenne, qui sont en effet, quand il y a une erreur, un écart entre différents éléments, on le met au carré pour pouvoir en fait avoir une valeur absolue des écarts. Et puis ensuite, voilà, l'écart moyen absolu en pourcentage, on passe cette somme au carré en pourcentage. Donc, ces différents types-là qui sont présentés dans le tableau Excel, il faut que vous sachiez juste que c'est les mêmes données, c'est les mêmes informations, mais c'est juste différentes façons de le présenter. La première étant un écart absolu moyen. De calculer, Gilles, de calculer, pas de présenter, de calculer. Oui, de calculer, mais aussi de présenter, parce que l'information est la même. En fait, c'est un écart absolu qu'on passe au carré.
Je suis d'accord, c'est un calcul différent. Mais les données sources sont les mêmes. Voilà ce que je veux dire, excusez-moi. Les données sources sont les mêmes. On les calcule et on les présente de manière différente pour que ce soit une méthode d'interprétation différente. Et on les compare et on s'aperçoit qu'en les comparant, il y en a qui sont plus précises que d'autres. Exactement. Merci. Donc, en effet, hein, ce sont les différents types de prévisions et de comparaisons qui sont disponibles dans le fichier Excel au 5e onglet, hein, qui s'intitule, si je me souviens bien, il s'intitule « Précision des prévisions ». Gilles, si voilà. je peux, j'ai encore un temps. Mais vous voyez, par exemple, idéalement, ce genre de scénario et ce genre de méthode de calcul, il faudrait à Madagascar, il y ait une procédure opérationnelle standard qui soit développée, écrite, où on dit la direction de la pharmacie prend le lead sur l'atelier annuel et sur les ateliers semestriels de mise à jour. Voici ce qui va se passer, voici comment on va extraire les données, comment on va les comparer avec ce fichier Excel. Chaque année, on va mettre le nouvel historique. On va utiliser ce scénario-là. On va utiliser cette fonction-là pour faire les prévisions. Ces personnes-là vont venir. Je pense que si c'est formalisé à Madagascar, si on sait qui conduit cet atelier, qui va venir avec cet atelier, qui doit avoir préparé quoi, je pense que vous allez améliorer la quantification. Et avec l'amélioration de la quantification, Salama va mieux commander, va mieux entreposer et il y aura moins de rupture de stock. On aura réglé un symptôme et on aura réglé un certain nombre de causes fondamentales. Suggestion. À toi, Gilles. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci, en effet. Je pense que c'est une bonne suggestion. Vraiment, on vous engage en effet à travailler sur ces éléments-là. Et bon, après, vraiment, dans le cadre du cours, en tous les cas, travailler sur ces éléments-là et revenir vers nous quand vous le pouvez pour nous dire un peu vos retours et qu'on puisse en effet regarder un peu les outils qui sont mis à disposition et partager peut-être d'autres outils si vous avez que vous avez pu utiliser. On va vous demander de nous faire un retour rapide sur cette classe, si vous pouvez nous dire un peu votre retour. Aussi, encore une fois, s'il y a des choses que vous souhaitez voir améliorer, bon là on a des petits, c'était parfois un peu techniquement, je ne sais pas pourquoi il y avait des petits hiccups, mais s'il y a des choses que vous souhaitez nous voir améliorer, là c'est une évaluation très quantitative, mais on est vraiment très demandeur aussi des évaluations qualitatives, avec des commentaires sur qu'est-ce qui peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux et tout ça. Donc voilà, merci. Donc il y en a 70% qui sont dans le haut du tableau, 30% dans la partie basse. Merci vraiment. Toutes les suggestions que vous pouvez nous donner pour qu'on se retrouve tous dans le haut du tableau, ce sera très, 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 très bien. On les prendra vraiment en compte de manière très, très, très sérieuse, parce que nous, notre but, c'est que ce soit utile, que ça marche, que ça réponde à un besoin. Donc vraiment, on est très, très, très demandeur sur tous les retours qui peuvent être possibles. Écoutez, vraiment, je vous remercie. Merci pour ça. Je pense que s'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. On a encore 4 minutes. J'espère que ceux qui n'étaient pas au top en début de session, j'espère que vous allez mieux maintenant. Excel rend toujours mieux. Ouais, Excel s'appelle Excel. Donc, en effet, espérons que ça nous aide à exceller au niveau du moral. Mais on souhaite que la courbe soit comme dans la tendance de consommation, que la courbe des morales, du ressenti, soit une courbe croissante. Rappel du travail à la maison, Gilles. Rappel du travail à la maison, en effet. Vous allez recevoir un lien pour le deuxième problème. Symptômes à Madagascar, on est bien d'accord, on en a cité le thème
Et il va falloir que vous y répondiez encore mieux en essayant de chercher les causes fondamentales et de pouvoir proposer des bonnes pistes de résolution, de solution. À toi, Gilles. Pas grand-chose d'autre à dire. Merci. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très, très bonne fin de semaine. Et on reste en contact sur la Hive. Ah, Serge a levé une main. Serge, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. J'aimerais juste apporter quelques souhaits, sollicitations de quelques participants. Nous avons bien reçu le lien à propos de notre devoir de la semaine, mais en naviguant sur le lien, il y a beaucoup de participants qui n'ont pas pu télécharger ou envoyer le devoir là. Et si c'est possible, Priyanka peut nous aider sur le circuit là, d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de participants qui m'ont appelé. Serge, comment on va trouver le bouton upload là? Merci. Merci beaucoup, Serge, pour ce point. Et en effet, je vois, Anta, vous avez aussi levé le point. On va prendre votre point. Donc, normalement, je pense que s'il y a des problèmes techniques, en effet, pour télécharger le document, Maintenant, Gilles, on peut proposer que ça soit envoyé par email et c'est Priyanka qui le télécharge elle-même. Je ne sais pas ce que vous proposez, Priyanka. Ok, non, mais je pense que c'est une bonne solution, Pierre. Merci. Et en effet, pour ceux qui ne pourront pas télécharger le document, on va peut-être l'envoyer par mail pour que tout le monde l'ait. Ensuite, Anta, vous aviez un problème de fonctionnalité que vous vouliez partager, c'est quoi? Anta, vous dites, Priyanka ne peut pas répondre à ces besoins-là. Merci, enfin, j'ai eu la parole. Allez-y, Anta, on vous écoute. Moi, j'ai vraiment de problème sur la validation des tests que j'ai fait. Et là, j'ai la solution donc, que vous avez proposée là tout à l'heure, qu'il faut envoyer par email. Mais quand j'ai envoyé par email, ça a répondu à d'autres questions, mais pas à la réponse de la question que j'ai voulu répondre. Deuxièmement, quand j'ai donc vérifié, il y a déjà les terminés alors que je n'ai pas encore fini de lire et de terminer et c'est déjà coché en vert. Et quand je reviens vers cet onglet, c'est déjà caché. Et je n'arrive plus donc à suivre où est-ce que je suis vraiment actuellement. C'est votre ordinateur qui va plus vite que vous? Non, je ne pense pas. Non, non, je ne sais pas. Moi, si je regarde quelque chose, je n'ai pas encore coché les effets enregistrés parce que j'ai fini. Et quand j'ouvre mon ordinateur, c'est déjà coché vert. Et quand je reviens vers ce chapitre, c'est déjà caché. Donc, Anta, je vous propose qu'on vous contacte. Je propose qu'on regarde ça de manière très spécifique. On va vous contacter avec Sanjay pour bien comprendre exactement ce qui se passe, d'accord? D'accord, merci. On va faire ça. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point-là. En effet, on va le regarder. S'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes similaires, on va les prendre en compte. N'hésitez pas à les envoyer, en effet, sur le groupe. Et en effet, parfois, Priyanka n'a pas toutes les compétences techniques pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc, en effet, on va faire pour le mieux. Merci beaucoup pour ça. Parce que ça nous donne un peu la motivation de continuer. Oui, sinon, pas la peine de continuer si on ne maîtrise pas celui d'avant et on commence déjà la nouvelle. Ça, c'est une migraine. Non, vous avez raison. On va revenir sur votre cas très particulier. Merci beaucoup, Anta. Et pour les autres documents qui ne peuvent pas être téléchargés, en effet,